Tout à vous. Bonsoir, je m'appelle Emmanuel Ferret et je vais vous parler ce soir d'une question qui me tient à cœur, c'est la question de la frontière entre les décisions automatisées et les décisions qui doivent être prises manuellement. Mon exposé, je vais vous le faire en 3 parties. La première partie, ce sera essentiellement des exemples, hein, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, et puis on commence à élaborer les différents critères qui permettent de délimiter cette frontière. La deuxième partie, ce sera plutôt des bonnes pratiques pour chercher à repousser cette frontière le plus loin possible. Et puis la troisième partie, ce sera la mise en œuvre de ces leviers. Ce n'est pas le tout d'avoir des bonnes pratiques, mais il faut les mettre en œuvre. Hein. Il faut mettre en œuvre les projets d'automatisation des décisions. Il faut comprendre leurs spécificités. C'est leur spécificité qui guide cette mise en œuvre. Je vais vous donner quelques mots sur mon parcours. A priori, j'ai un parcours en 3 temps. Hein. En premier temps, j'étais développeur-chercheur. J'ai commencé au Centre mondial de l'informatique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet organisme. C'est un organisme créé par GJSS. Donc là, je travaillais sur les didacticiels intelligents. Après, j'ai travaillé pour le groupe CIC. Alors ça, c'est plutôt le deuxième temps. J'ai animé le schéma directeur du groupe CIC. Puis après, j'ai managé un certain nombre d'équipes de développement informatique, des services dans le groupe CIC. Dans une société de services, Sopra Group. Et puis j'ai travaillé aussi dans le monde de la santé, au GIP CPS, où là j'étais responsable des études de ce GIP. Vous verrez après le lien entre cette expérience et les décisions automatiques. Et la dernière étape, je dirais, c'est j'ai travaillé en tant que consultant dans un cabinet de conseil qui s'appelle Stern Systèmes d'Information. Hein, donc là, c'était plutôt la vision avec du recul sur des aspects plan de développement, schéma directeur, audit et diagnostic d'entreprise. Donc j'ai eu l'avantage de voir pas mal d'organisations différentes et puis d'avoir été client, d'avoir alterné côté client et côté fournisseur. Donc j'ai les vues des deux côtés dans un grand nombre de mondes différents. Voilà, donc maintenant le premier exemple, je voulais le faire sur le remboursement des feuilles maladie. Bon, vous savez qu'à la fin du siècle dernier, c'est pas si lointain, on a automatisé les traitements sur le remboursement des feuilles maladie. Alors il y a une partie qui a été automatisée, puis ce qui est intéressant, c'est justement de voir toute la partie qui n'a pas été automatisée et pourquoi. Hein, donc il y a toute la partie, je dirais, gestion du dossier, toute la partie validation de la feuille maladie, la partie validation de l'assuré, de l'ayant droit, la partie calcul des montants, puis la décision à qui on envoie le remboursement. Donc tout ça, ce sont des petites décisions très opérationnelles, très répétitives et automatisées depuis une dizaine d'années. Et puis il y a la question qui nous intéresse, c'est tout ce qui n'a pas été automatisé ou qui est en train de faire, c'est toute la partie détection de fraude. Hein. C'est pas la détection de la fraude qui va combler le trou de la sécurité sociale, mais c'est des montants qui sont non négligeables et qui sont souvent d'ailleurs, je dirais, instrumentalisés par les politiques ou par les journalistes. Mais côté intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine-là. Alors il y a des fraudes qu'on connaît, et puis il y a des fraudes qu'on ne connaît pas, il y a des fraudes dont on a les données, et puis il y a des fraudes pour lesquelles on n'a pas suffisamment de données. Je vais prendre quelques exemples. Le premier exemple, c'est le partage, je dirais, d'une carte vitale. Quand on parle de carte vitale, là on peut détecter dans les données qu'il y a eu plusieurs actes incompatibles pour la même carte vitale. Donc ça c'est une fraude, je dirais, détectable. Il y a les médecins qui créent qui font trop
d'arrêt maladie. Donc là aussi, ça peut donner un profil particulier qui peut là aussi être détectable. Puis il y a des aspects qui le sont beaucoup moins. C'est quand, par exemple, un professionnel de santé tarifie un acte alors qu'il devrait en tarifier un autre. Bon, ça, c'est quasiment indétectable, en tout cas au vu des données qui sont à la disposition de la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ces systèmes-là? On fait des systèmes semi-automatiques. C'est-à-dire qu'on fait une part d'instruction du dossier qui permet de faire le tri entre les cas qui paraissent totalement non suspects, les cas on ne sait pas trop quoi dire, et puis les cas qui paraissent fortement suspects. Puis là où pour moi l'exemple est intéressant, c'est qu'on ne peut pas savoir a priori quels sont tous les cas de fraude. Donc quand on monte son système, eh bien, on prévoit de pouvoir accumuler au fur et à mesure de l'existence de nouvelles données, de nouvelles règles, de nouvelles logiques pour prendre en compte tout ce qu'on apprend au fur et à mesure, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'exploitation du logiciel. Et je pense que c'est là la grande caractéristique des systèmes d'automatisation des décisions. C'est des systèmes qui sont faits pour apprendre en même temps qu'on exploite. Donc c'est en tout cas pas des systèmes où on a a priori toute la connaissance pour faire l'automatisation, c'est plutôt des systèmes on va dire d'apprentissage. Ça c'est le premier aspect, je dirais, fort. Maintenant je vais vous donner trois exemples, je dirais, d'avantages concurrentiels que les entreprises peuvent tirer à partir de l'automatisation des décisions. Le premier exemple, c'est, donc je l'ai appelé micro-ciblage et élasticité des prix. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un des grands gisements de profit, c'est de tirer parti de l'élasticité des prix. C'est-à-dire que pour un même produit, il y a des personnes qui sont prêtes à payer cher et d'autres beaucoup moins cher. Donc en fait, il faut chercher à personnaliser son offre et à offrir au client la spécificité dont il a besoin, ce qui lui permettra de payer cher quelque chose, enfin sur un système gagnant-gagnant. Donc là, ce sont des systèmes qui nécessitent, je dirais, d'avoir une multiplicité d'offres et puis une multiplicité de segments de clientèle. Donc si vous prenez l'exemple de la banque, il y a une vingtaine d'années, grosso modo, il y avait deux grands segments de clients. Il y avait les segments qui avaient, je dirais, un patrimoine pas trop élevé et qui rapportaient pas grand-chose à la banque. Et puis il y avait les 10% les plus riches qui rapportaient les 90% des profits de la banque. Donc aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation-là. Maintenant, on est dans des situations où on a packagé des produits qui sont quasiment toujours les mêmes et sous des formes très très variées et qui sont adaptés aux spécificités de chacun. Et on a des segments, je dirais, beaucoup plus importants et on cherche à proposer au client l'offre qui lui convient et qui lui permet avec laquelle il sera d'accord de payer un peu plus. Donc là, on voit bien qu'on a des systèmes, je dirais, de plus en plus complexes. Et là, l'enjeu, la difficulté de ce type de système, c'est maîtriser cette complexité. Quand on cherche à personnaliser des offres au maximum, la difficulté, c'est quand on a un grand nombre de clients, on va pas avoir un grand nombre d'offres. Donc là, l'automatisation des décisions, ça permet d'aborder des systèmes plus complexes et d'élargir le champ du possible dans ces offres. Le deuxième exemple, c'est l'exemple des denrées périssables et des décisions tardives. Alors là, l'idée, c'est de prendre la décision la plus tard possible. Parce que quand vous prenez la décision la plus tard possible, vous avez plus
d'informations pour prendre la bonne décision. Vous avez accumulé un certain nombre de données qui sont nécessaires pour prendre une décision pertinente. Alors quand je vous parle de denrées périssables, je ne vous parle pas forcément de denrées alimentaires, je vous parle de domaines comme le domaine du tourisme, comme le domaine du transport, le domaine du spectacle, où si on n'a pas vendu le billet à une date donnée, voilà, si la salle est à moitié vide, l'avion est à moitié vide, ben le produit il est perdu. Donc là, il y a tout un tas de systèmes qui sont faits pour fixer le prix en fonction d'informations. Et les critères de fixation du prix, c'est quoi? Ben, c'est la proximité de la date de vente, la date de péremption, puis c'est la capacité à remplir pendant le délai qui reste. Là, donc le prix, il varie dans le temps avec ces éléments-là. Et le facteur intéressant pour l'entreprise, ben, c'est de chercher à remplir au mieux son avion, à remplir au mieux sa salle de spectacle. Donc la deuxième catégorie, je dirais, d'avantages concurrentiels. Troisième catégorie, il y a tout ce qui est les décisions rapides. On a vu l'aspect maîtrise de la complexité, on a vu l'aspect décision tardive, maintenant on voit l'aspect rapidité de prise de décision. Bien clairement, une machine, ça peut prendre une décision bien plus rapidement qu'un humain. Donc si vous prenez le champ du e-commerce, là il y a tout un tas de systèmes qui sont faits pour proposer des compléments à votre panier d'achat, pour vous inciter à acheter un peu plus. Et donc l'idée, c'est de faire une offre pertinente en fonction de la connaissance du panier du client et puis des informations qu'on a sur le client. Donc voilà trois catégories d'exemples qui vous montrent des avantages à l'utilisation de systèmes d'automatisation des décisions. Alors maintenant, je vais aborder la partie 2, qui est la partie bonne pratique. Alors la première bonne pratique, c'est une pratique qui cherche avant tout, je dirais, la maîtrise de la complexité. Donc c'est une pratique qui est là pour clarifier et pour rendre lisibles les différentes représentations logiques. Vous savez que pour représenter une logique, il y a beaucoup de représentations possibles. Vous pouvez le faire avec un langage de programmation classique, je dirais, en C, en COBOL, en Java. Après, il y a des langages, je dirais, un peu plus spécialisés. Moi, j'ai pas mal utilisé Prolog. C'est vrai qu'un Prolog, c'est un bon outil de chaînage arrière qui permet de représenter de manière assez claire un certain nombre de logiques. Mais l'idée, c'est de présenter des logiques de la manière la plus lisible possible et la plus partageable possible, pour qu'il y ait un grand nombre de parties, pour que l'ensemble des parties prenantes puissent comprendre la logique elle-même. C'est à partir du moment où vous pouvez la comprendre, vous pouvez échanger dessus, vous pouvez partager, vous pouvez la construire. Alors il y a une bonne forme de représentation logique qui est tout ce qui est table de décision. Donc les tables de décision, je dirais que ça a pas mal d'avantages parce que c'est vraiment un formalisme qui peut être compris à la fois par l'homme métier, par l'informaticien, puis qui peut être compris, exécutable tel quel par la machine. Et là, il y a un très gros avantage à utiliser des formalismes qui sont compris à la fois par les hommes métiers, par les informaticiens et par la machine. C'est que toutes ces personnes-là, à partir du moment où elles peuvent avoir un langage commun, elles peuvent travailler ensemble. Là, on n'est plus dans la séparation. On a un document commun